Eh bien, bonjour à toutes et à tous, tous ceux qui se connectent dès à présent pour ce webinaire sur les chemins vers Bicorp. On va être ensemble pour une petite heure pour justement, avec mes invités, vous présenter les différents chemins possibles vers Bicorp. Et puis, je vous invite déjà dès à présent dans le chat à nous indiquer peut-être d'où est-ce que vous nous écoutez, sachant qu'autour de la table, on est géographiquement éclatés. C'est la beauté du live. On peut du coup mettre dans la même salle des gens à Lille, Bordeaux, Paris et puis Lausanne pour ma part. Et j'en profite peut-être pour me présenter. Donc, je suis Sophie Conchon, la fondatrice de Wiser Impact et la rédactrice aussi de la lettre du sens à l'impact, qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce webinaire existe aujourd'hui. C'est pour répondre aux nombreuses questions que j'ai eu l'occasion de recevoir de votre part, à vous, mes chers abonnés, mais aussi pour les questions que je reçois souvent dans la formation Be-Leader que j'ai le plaisir d'animer avec Mathilde. Et donc, ce webinaire est là justement pour répondre à un certain nombre de questions qu'on voit régulièrement. Je vous invite du coup à les poser en utilisant la fonction Q&R dans Zoom. Et n'hésitez pas aussi à partager vos réactions dans le chat au fur et à mesure, sachant que chaque intervenant prendra aussi vos questions, vous répondra dans le chat ou sinon à la fin de ce webinaire, on aura aussi un temps dédié pour les questions-réponses. Mais sans plus attendre, je vous présente mes invités. Autour de la table, on a du monde et on a, pour commencer, Arnaud, donc je pars à Pau, enfin à Darwin Bonjour. d'ailleurs aujourd'hui. Tu nous appelles de Bordeaux. Tu es le fondateur de l'agence Grimblanc. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites chez Grimblanc et ce que vous célébrez il y a quelques jours? Oui, bien sûr. Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, l'agence Grimblanc, c'est une agence de design et de communication que j'ai créée il y a un an avec un groupe d'amis. Donc, effectivement, on vient de célébrer cet anniversaire il y a quelques jours. Et c'est une agence de design et de communication qui accompagne les entreprises engagées vers l'impact ou qui souhaitent changer de voie et aller vers l'impact. Et on utilise la communication comme un levier d'accélérateur de cet impact. Et alors, toi qui travailles dans la communication, quelle est la métaphore que tu utilises le plus souvent pour parler de ce chemin vers Bicorp dans lequel vous vous êtes lancé il y a un an? Eh bien, on a hésité un petit peu, mais c'est vrai que celle que j'ai retenue, c'est un sprint sur des petits, voilà, sur plein de petits, comment dire, obstacles, certains un peu pointus, certains un peu glissants, certains un peu en feu. Mais comme on a été extrêmement bien guidé, eh bien, on est arrivé au bout assez rapidement. Merci beaucoup Arnaud. À tes côtés, on a Margot Gaillet qui nous appelle du coup de Paris. Bonjour. Margot, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Morning, qui êtes-vous et quelle est la métaphore pour décrire votre chemin, sachant que vous êtes en cours de certification? Ça marche. Bonjour, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Alors Morning, en fait, crée des espaces de travail et des expériences également, mais aussi du mobilier depuis peu. Sur Paris, on a une vingtaine d'espaces aujourd'hui. On a créé plus de 50 depuis 2014. Voilà pour Morning et tout ce que je fais. Je m'occupe du coup de l'impact positif chez Morning depuis un an. Et j'ai eu la chance de m'occuper du coup de la certification Bicorp qui est en cours. Je dirais que ma métaphore, je l'ai utilisée, donc je vais la reprendre. Je l'ai utilisée juste après le mois de décembre. J'avais dit le chemin est long, mais la route est belle. Et du coup, je réutilise cette métaphore que j'avais trouvée. Donc, je suis assez contente. Donc voilà, ça illustre bien notre chemin, comme tu dis. Et dont on va parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Merci Margot. À tes côtés, Mathias Navarro, CEO, cofondateur de Redman, le premier promoteur immobilier certifié Bicorp. Redman, qu'est-ce que vous faites en détail en tant que promoteur et surtout, quelle est ta métaphore, toi qui es arrivé au bout du chemin? Bonjour à tout le monde. Redman, c'est une société que j'ai cofondée il y a 15 ans maintenant, effectivement promoteur immobilier. Et on essaye de tracter cette industrie qui est fort utile, mais également fort
polluantes à des méthodes de travail bien plus positives et à impact à l'avenir. Donc, on est extrêmement fiers, effectivement, de tracter cette industrie. Et on a réalisé un certain nombre de belles opérations, notamment la station F, le siège du Monde, ou The Camp à Aix-en-Provence, pour ceux qui le connaissent. On a obtenu la certification de Bicorp l'année dernière. Et la métaphore que je retiendrai aujourd'hui, avec un petit peu de recul, c'est que ce chemin, c'est un chemin un peu sans fin, mais je ne veux pas vous inquiéter du tout, au contraire. C'est que la certification, quand on l'a obtenue, en fait, on se rend compte que ce n'est pas une fin en soi et que c'est le début d'une aventure vers de nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, rétrospectivement, on voit qu'on s'enrichit de Bicorp, non pas simplement avec la certification, mais avec tout le panel et tout le mouvement qui va avec. Ouais, merci Mathias, je vois déjà le dessin de la montagne en fait qui te fait découvrir C'est derrière tout ça, ce qu'il y a de exactement. magnifique que tu ne voyais pas avant de la gravir. Et puis on conclut ce tour de table avec Mathilde Fermot, qui est de l'équipe Bilab France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Bilab France et surtout quelle est, alors dans ton cas, la métaphore que tu entends le plus souvent puisque tu animes la communauté des Bicorp en France? Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous et merci beaucoup Sophie pour l'invitation. Donc Bilab France, c'est simplement la branche française de l'ONG internationale Bilab qui porte la certification Bicorp et surtout sa communauté d'entreprises engagées. Et moi, dans cette association, j'accompagne les entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à la certification, en leur donnant toutes les petites informations dont elles ont besoin pour parcourir ce chemin dont on parle tous et qui va être l'objet d'aujourd'hui. Et la métaphore que nous, on donne le plus souvent, et Sophie la connaît bien, c'est celle du bateau. Souvent, les entreprises, on compare les entreprises à un bateau, elles ont un cap qui est souvent alors leur mission, parfois formalisée sous la forme d'une raison d'être. Et nous, on a coutume de dire que Bicorp, ça va être vraiment les outils de navigation. Parce que si on va vers un cap, mais qu'on jette des matelots par-dessus bord et qu'on déverse plein de pétrole dans l'océan, c'est comme ça a quand même moins de sens. Et donc, Bicorp vient vous aider là pour avoir tous ces outils de navigation pour atteindre le cap. Voilà. Merci Mathilde. Et alors du coup, la métaphore du bateau, je l'ai reprise en un dessin pour justement illustrer les différents chemins possibles, parce que c'est pas tout d'être un bateau qui met le cas, se dit on veut justement pouvoir avoir la voile Bicorp, comme c'est le cas de Redman avec Mathias. L'idée aussi, c'est de se dire comment on arrive justement à obtenir cette voile et aussi quels sont les chemins peut-être différenciés selon le type de bateau. Moi, j'ai vu sur le lac Léman, juste là, je peux vous dire qu'on navigue pas de la même façon selon la taille de son bateau et on prend pas les vents de la même façon. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant ensemble, justement avec chacun d'entre vous, c'est les différents chemins possibles, les différentes étapes, en ayant du coup le point de vue, bien sûr, de Bilab et représenté par Mathilde, qui nous expliquera un peu plus les étapes pour se certifier. Et puis en ayant le point de vue aussi d'une Bicorp certifiée avec Mathias de Redman, le point de vue d'entreprise en chemin avec Margot de Morning, sachant que votre chemin n'est pas finalement si simple que ça. Il y a une petite couche de complexité sur laquelle on reviendra. Et puis le chemin des entreprises en création avec toi, Arnaud, qui, pour le coup, moi, m'a beaucoup inspiré à passer et à franchir le cap pour Wiser Impact, puisque moi, je suis justement dans les bateaux encore en chemin, comme Morning. Et donc, avant de rentrer dans le détail de ces différentes étapes et vous en dire plus, on aimerait un petit peu plus savoir qui vous êtes, puisqu'on a vu qu'on a des gens d'un petit peu, enfin, des quatre coins du monde, parce que j'ai vu passer Washington DC. Merci, merci de vous connecter des États-Unis. J'ai vu aussi au Portugal, en Suisse et puis en France, et même le Sénégal. Je salue ceux qui sont connectés au Sénégal, ça fait plaisir. Et donc, on voit à l'écran que parmi vous, il y a justement une majorité de TPE-PME. Et donc, vous, votre chemin vers la certification, inspirez-vous plutôt des chemins de Mathias et aussi de Margot. Pour les entreprises complexes, Mathilde répondra à vos questions.
Pour les entreprises en création, Arnaud a, je pense, pas mal d'astuces à vous partager. Et puis pour les leaders, bienvenue. Ça fait plaisir de voir des gens qu'on a formés avec Mathilde se connecter. J'espère que vous apprendrez des choses ou que ça sera un refresh de certaines choses que vous avez entendues en formation. On n'a jamais fini d'apprendre quand on se passionne pour le sujet Bicorp. C'est, comme tu le disais très bien, Mathias, c'est un chemin sans fin, de connaissances aussi et d'apprentissage. Donc, merci pour vos réponses et je propose du coup, de passer à notre agenda. Donc, vous donner un peu, la route de ce temps ensemble. On va regarder dans un premier temps, qui peut se certifier Bicorp dans une première partie, un peu, les critères d'éligibilité à cette certification. On regardera ensuite dans un deuxième temps quelles sont les étapes, pour se certifier et enfin, petit retour d'expérience sur comment mener le projet en interne. On vous partagera, 3 clés de succès pour justement, franchir les obstacles dont parlait Arnaud, de franchir les haies dans ce sprint que peut représenter, la certification Bicorp. Et donc première partie, commençons par le commencement. Qui peut aujourd'hui se certifier Bicorp? Qui est-ce qui peut hisser la voile Bicorp au terme des étapes qu'on verra ensuite? Mathilde, à toi de nous dire. Ouais. Alors, tout d'abord, la certification Bicorp, c'est une certification qui s'adresse à des organisations et donc non pas à des produits. On a coutume de dire que Bicorp est à une entreprise ce qu'une certification comme bio ou d'autres certifications produits sont à des produits. Et parmi ces organisations-là, particulièrement uniquement aux sociétés à but lucratif. Donc, ça ne va pas être des associations et des ONG, par exemple. Et ça a une histoire, c'est parce que l'idée derrière Bicorp, celle qu'ont eu les créateurs de Bicorp, c'était vraiment de créer un modèle d'entreprise dans lequel on peut réconcilier la recherche de profit et la recherche d'un impact positif. Et c'est cette double recherche que l'on souhaite mettre en valeur. Et c'est une recherche qui est bien sûr inhérente aux sociétés à but lucratif et donc beaucoup moins aux associations et aux ONG. Et ça exclut également que ce soit des divisions, des départements d'entreprise ou des marques seules et business units qui ne sont pas rattachées à une société ou des entreprises publiques contrôlées par l'État n'opérant pas dans un marché compétitif classique pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées. Néanmoins, on peut, en étant n'importe laquelle de ces organisations, puisque l'outil est gratuit, utiliser cet outil pour le mesurer, pour mesurer son impact, le comparer. Et en réalité, il y a plus de 100 000 organisations dans le monde qui utilisent cet outil. On va voir juste après qu'il n'y en a pas 100 000 dans la communauté. Et donc, ça illustre le fait que cet outil est utilisé par un large panel d'organisations. Ce qui permet d'ailleurs, dans l'outil, de pouvoir se comparer et comparer sa performance aux autres entreprises utilisatrices, en fait, qui ont rempli l'intégralité du questionnaire. Donc, ça en fait aussi un outil de benchmark que je trouve hyper intéressant pour comparer où on en est soi-même dans son propre chemin d'impact. Et alors, maintenant qu'on sait qui est éligible à cette certification, donc au-delà de juste utiliser l'outil, qui peut se certifier, quelles sont les conditions pour les sociétés à but lucratif qui voudraient poursuivre la certification? Alors, on a 3 piliers dans la certification Bicorp, qui sont tous indispensables pour pouvoir être certifiés. Le premier, ça va être celui qu'on connaît généralement, c'est celui de la performance. Donc, ça va être de prouver un impact environnemental et sociétal, de le vérifier à travers un audit en obtenant sur le questionnaire BIA dont on va parler amplement, plus de 80 points. Ça va être le premier pilier de la certification. Le deuxième, c'est un pilier qu'on appelle un pilier d'engagement. Pourquoi? Parce que toute entreprise certifiée Bicorp doit modifier ses statuts d'entreprise et intégrer 2 phrases, dont une raison d'être qui est générique, qui est commune à toutes les Bicorp, qui dit que la société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif dans l'exercice de ses activités, avec donc cette notion d'engagement très forte de l'entreprise vers cette mission dont on parlait en introduction. Et le troisième pilier, ça va être un pilier de transparence,
parce que, comme vous le voyez avec le screenshot à l'écran, là, où on a le profil public de Redman, le score d'impact de l'entreprise et le détail de ce score d'impact est public sur le site de Bicorp. Quand l'entreprise a des rapports de transparence, on va voir que parfois il y a des rapports de transparence à produire sur certaines industries controversées, certaines industries sensibles. Ils vont également être publics sur ce rapport, sur cette page de l'entreprise en ligne sur le site Bicorp. Ce qui en fait d'ailleurs, je dirais, enfin, un des critères de différenciation de mon point de vue sur Bicorp, c'est cette notion de transparence très forte sur finalement le score d'impact de l'entreprise et ses pratiques, les pratiques qu'elle a vis-à-vis de ses parties prenantes. Et je reviens sur ce point sur l'engagement très important. Cela veut aussi dire que quand on se lance dans un chemin Bicorp, on ne peut pas le faire sans l'actionnariat de son entreprise, puisqu'on touche finalement à l'ADN, au cœur du réacteur d'une entreprise, à savoir ses statuts. Et donc, se lancer dans ce chemin sans à un moment valider le chemin avec son actionnariat, c'est pour le coup voué à l'échec. Merci pour ces conditions et on conclut cette première partie en allant à la découverte de cette communauté des entreprises Bicorp. Plus de 4000 dans le monde aujourd'hui, 650 en Europe. Vous voyez à l'écran qu'on a aussi bien des acteurs du monde financier historique comme Lombardier en Suisse. On en trouve aussi pas mal de marques de grande consommation et à côté de ça, un journal comme Le Guardian. Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette communauté des Bicorp françaises? 149, je crois que c'est le chiffre à jour aujourd'hui, 6 Ouais, juillet. tout à fait. On attend notre 150e entreprise qu'on fêtera avec joie. Mais donc, on est 149 entreprises dans la communauté. C'est une communauté qui est géniale parce qu'elle est hyper... elles travaillent ensemble, elles se retrouvent régulièrement. Chez nous, chez Bilab France, on a 2 personnes qui sont en charge de l'animation de cette communauté et qui vont organiser en fait cette vie de communauté. On va avoir des rendez-vous mensuels pour parler des actualités Bicorp, des actualités de chacun, pour s'organiser, pour se retrouver. On va avoir aussi des groupes de travail qui sont parfois thématiques, parfois régionaux. Par exemple, on va avoir un groupe de travail sur le climat, sur la gestion des déchets, sur les RH, avec cette idée de vraiment de créer des petits groupes d'entreprises qui veulent s'engager encore plus sur certains sujets et qui ont besoin du soutien des autres et de se tirer vers le haut. Et donc, qui vont souvent aussi organiser, grâce à ces petits groupes, parfois des webinaires qui s'adressent là à la communauté entière, donc pour partager le résultat de leur groupe de travail. Donc, on a vraiment beaucoup d'interactions dans cette communauté, que ce soit business, que ce soit sur l'impact et comment accroître son impact. On a même organisé hier soir un événement en présentiel avec 200 personnes, la Bicorp Party des Hauts-de-France. C'est pour ça que je suis à Lille aujourd'hui et c'était vraiment génial de tous se retrouver autour de nos valeurs et c'est toujours un chouette moment. Peut-être que Mathias pourra en toucher 2 mots. Et Bicorp Party justement des Hauts-de-France, qui était un événement pour les Bicorp françaises. Après, il y a des événements au niveau européen. Ouais. Vous avez d'ailleurs derrière moi le tabouret du Bicorp Summit de 2019, qui sont aussi des chouettes moments pour rencontrer le reste de la communauté. Et donc, il y a aussi cette notion d'échelle plus large et internationale que je trouve vraiment super. Mathias, justement, toi qui as rejoint cette communauté l'année passée, qu'est-ce que ça vous a apporté chez Redman, hein? Beaucoup de choses. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, le Bicorp, c'est pas que le label, c'est vraiment, et maintenant je dirais surtout le mouvement qu'il y a autour. Et il y a vraiment, pour participer à quelques, pas 50, mais quelques communautés, celle de Bicorp est vraiment de très très loin la plus active et la plus intéressante. Il y a effectivement tous les mois des points qui sont hyper complets, très très bien organisés par les équipes de Bilab. Et d'ailleurs, j'ai moi-même du mal à lâcher ces points et filer à un collaborateur pour les suivre parce que je suis embarqué à chaque fois, tellement c'est intéressant. Donc, il y a vraiment ce sujet d'échange très, très important, d'entraide et de travail aussi entre les Bicorp, parce que ce n'est pas quelque chose qui est caché. Au contraire, les Bicorp essaient de travailler avec d'autres Bicorp. Et de notre sens, nous, on appelle hyper régulièrement des Bicorp pour bosser ensemble. Et à l'inverse, beaucoup de Bicorp nous appellent pour nous solliciter sur des sujets, déjà échangés, et ensuite, éventuellement, pourquoi pas faire du business ensemble. Donc là-dessus, il y a une
vraie émulation des Bicorp à travailler ensemble. Ça, je dirais, c'est pour la partie un peu extérieure. Et puis, tout ce qui, bien évidemment, va avec tout ce qui est collaborateur aussi, parce que ça crée une véritable émulation au sein de l'entreprise, de pousser de plus en plus les bonnes pratiques. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci Mathias. Et du coup, je propose de passer à notre deuxième partie sur justement quelles sont les étapes pour se certifier, pour rejoindre cette communauté d'entreprises engagées. Mathilde, je te laisse nous expliquer, on va dire, les étapes dans l'ordre classique. Et on verra ensuite qu'il y a quelques subtilités sur la base de vos retours à chacun et chacune. Ouais. Merci Sophie. Alors, les étapes pour se certifier. Premièrement, devenir meilleur ami avec le B-Impact Assessment. La première chose, c'est vraiment d'évaluer son impact grâce au BIA, de rentrer dedans tranquillement, de voir ce qu'on fait déjà, de mettre en place un plan d'action pour aller accroître son impact et donc gagner plus de points. Donc, c'est une phase qui peut durer plus ou moins longtemps selon la maturité des entreprises sur tous ces sujets, mais qui est souvent une grosse étape pour l'entreprise. Une fois qu'on a obtenu ces plus de 90 points, 95 points pour avoir une marge pour l'audit, on va modifier ses statuts d'entreprise avec l'idée d'engager justement, comme disait Sophie, toute l'entreprise et notamment l'actionnariat de l'entreprise autour de cette certification. Donc, il va y avoir cette étape de modification des statuts et ensuite, le questionnaire pourra être soumis. Une fois que vous avez soumis le questionnaire sur la plateforme d'Impact Assessment, vous allez rentrer dans la phase qu'on appelle la phase de certification, la phase d'audit qui se fait en plusieurs étapes. Là, donc, ce sera un audit avec un auditeur Bicorp pour confirmer ce fameux score de 80 points. Une fois que vous aurez réalisé cet audit et que vous serez certifié Bicorp, il faudra régler les frais de certification. Pour donner un petit peu de détails sur les frais, il y a un frais d'engagement dans la phase d'audit qui coûte 250 € quand on soumet son questionnaire. Et ensuite, les frais ne sont payés uniquement que si vous êtes certifié, payés que si vous êtes certifié Bicorp, de manière annuelle et donc sont proportionnels par tranche de chiffre d'affaires. Pourquoi on dit régler les frais de certification sur 3 ans? Donc, c'est vraiment des frais annuels, mais comme on recertifie tous les 3 ans, ça peut évoluer en termes de tranche de chiffre d'affaires. Ensuite, on peut célébrer et rejoindre la communauté Bicorp, rejoindre cette communauté engagée et continuer à travailler avec les autres Bicorp, et donc progresser encore et toujours, parce que la communauté progresse ensemble et aussi parce qu'il faut se recertifier tous les 3 ans. Et que systématiquement, on se recertifie sur un questionnaire qui a un peu changé, qui a des exigences supplémentaires, donc avec toujours cette idée d'amélioration continue de son impact, et donc voilà, qui sera un objectif pour la recertification. Et tu parles justement de questionnaires qui évoluent. En ce moment, on vit une période hyper intéressante puisqu'on est dans la phase de feedback et de construction d'une nouvelle version du BIA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui entrera finalement en vigueur milieu d'année prochaine, après cette consultation massive des parties prenantes, que ce soit externe, mais aussi de la communauté Bicorp avec laquelle BILAB fait évoluer l'outil? Ouais, ce qui est hyper intéressant de comprendre dans l'évolution du référentiel du BIA, c'est que BILAB va consulter diverses parties prenantes, notamment les utilisateurs, parce qu'on peut faire des remontées sur la plateforme en tant qu'utilisateur via des commentaires pour remettre en question certaines formulations de questions, certaines réponses, etc. Et on va avoir aussi des comités consultatifs d'experts pour adresser les sujets montants en RSE sur la mesure d'impact, etc. Et donc là, on est sur cette grande consultation à la fois des utilisateurs, à la fois des experts, à la fois des entreprises qui ont été certifiées. Et l'idée, c'est de produire une version 7 du questionnaire avec les adaptations sur certains sujets. Alors, je ne sais pas du tout encore quels seront les choix qui seront faits d'adaptation dans la version 7, qui sortira en 2022. Mais donc, on est sur cette consolidation des retours actuellement.
pour après adapter la nouvelle version aux enjeux actuels. Et c'est intéressant parce que pour avoir vécu la mise, en ligne de la version 6, quand je travaillais pour, Kinbull, une bicorp suisse, il y a vraiment ce mécanisme de consultation. Donc, vous, en tant qu'entreprise bicorp, il y a entre guillemets «pas de surprise», vous voyez, progressivement le standard évoluer. L'idée étant toujours d'être, dans les entreprises meilleures pour le monde, donc dans cette logique d'amélioration et de chemin peut-être sans fin, comme disait Mathias, mais de chemin d'amélioration, continue pour toujours progresser et rester, je dirais, un peu des entreprises pionnières, sur les sujets d'impact. Et alors, maintenant qu'on a vu ces différentes étapes, pour aller vers la certification et rejoindre la communauté, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mathilde, sur finalement les 3 grandes approches, pour, se certifier selon les profils d'entreprise? C'est aussi pour ça qu'on vous a demandé en introduction à chacun, chacune de nous dire un peu quels étaient, vos profils d'entreprise, parce que le chemin sera un peu différent selon. Oui, tout à fait. Alors on a 3 approches principales. Je vais commencer par Pending parce elle est un peu à part. Pen Arnaud. Pending, c'est, une approche qui est non certifiante, ça s'appelle entreprise en création en France, parce qu'elle s'adresse aux entreprises qui ont moins de 12 mois d'opération. Étant donné que pour remplir le BIMPACT Assessment, on va vous poser des questions sur le dernier bilan comptable, sur la dernière année, quand on n'a pas encore, clôturé cette année, on ne peut pas répondre à toutes les questions et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore mis en place et qu'on ne peut pas prouver. Donc l'idée, c'est de quand même accompagner ces entreprises-là en proposant une approche non certifiante qui s'appelle l'approche pending ou entreprise en création, pour que ces entreprises-là puissent, dès le début, se structurer autour des valeurs de Bicorp, autour du questionnaire BIA qui est très inspirant aussi dans l'objectif de structuration d'une entreprise. Et donc ce statut, il est valable 1 an à partir de l'obtention du statut. Et dans cette année-là, il va falloir soumettre son questionnaire pour de vrai, cette fois, pour obtenir la certification Bicorp, voilà, la vraie certification Bicorp à l'issue de cette année de pending. Et en Voilà, attendant, on peut participer du coup aux activités de la communauté. exactement ça, c'est la communauté française qui a choisi d'intégrer les pending dans la communauté pour que justement cette idée de structuration de l'entreprise dès le début soit d'autant plus renforcée par le partage entre pairs. Et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. On va revenir justement sur votre chemin dans quelques minutes, Arnaud, en tant qu'entreprise pending. Après, peut-être parle-nous de l'approche standard qui est plus le Oui, cas, de l'approche Mathias. standard, c'est vraiment voilà, 85% des entreprises de notre pipeline. C'est voilà, une grande majorité d'entreprises qui ne présentent pas de critères de complexité que vous voyez listés. Donc je ne vais pas les dire à voix haute, mais voilà, ils sont listés ici. Donc globalement, si vous n'avez pas de critères de complexité, vous passez en approche standard, qui est celle que j'ai décrite précédemment. Et il peut y avoir une petite variante si vous cochez un des critères de complexité. Donc c'est vraiment un de ces critères. On va passer par une approche un petit peu plus longue, en fait, qui va consister à faire une découverte de la structure de votre entreprise, de la complexité de cette structure, pour savoir si on va devoir faire un ou plusieurs BIMPACT Assessments, pour savoir à quel niveau on va pouvoir certifier. Est-ce que le groupe va découler sur les filiales ou non, selon le niveau d'indépendance. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on a une structure un peu plus complexe. Et donc, on va faire cette étude avant de se lancer dans la certification pour que l'entreprise se lance sur de bonnes bases. Voilà pour Et l'approche complexe. étudie du coup la faisabilité Ouais, d'un tel projet. l'éligibilité de l'entreprise à la certification et la faisabilité. Alors, on va revenir, justement, sur ces 3 approches. Moi, j'aime bien parler plutôt de chemin parce que vous allez voir que dans la pratique, il existe, 4 chemins en réalité, je dirais, vers Bicorp au-delà de ces 3 approches. Mais commençons peut-être par, on va dire le chemin standard. La majorité des entreprises, Mathilde, tu parlais de 85 aujourd'hui et c'est historiquement, en fait, le chemin de l'essentiel de la communauté des Bicorp qui était traditionnellement plutôt des petites entreprises pionnières dans leur secteur. Justement, Mathias, avec Redman, vous avez été pionnier puisque vous étiez le premier promoteur immobilier certifié Bicorp en France. Quel a été le principal défi de votre chemin vers Bicorp?
Alors, le principal défi, nous, ça a été le démarrage de cette approche. Je vais prendre 30 secondes pour en parler parce que ça n'a jamais été un objectif préalable, en tout cas, d'obtenir cette certification. Moi, j'ai, à titre personnel, découvert Bicorp lors du Change Now Summit au Grand Palais en janvier 2020, donc il y a un peu plus d'un an. Et c'est en parlant avec les équipes de Bilab, savoir un peu quel était l'objet de cette certification, qu'on se dit, tiens, oui, c'est hyper intéressant, il y a des choses qu'on fait, ça résonnait sur beaucoup de points qu'on avait mis en place depuis quelques années dans la société, et on s'est dit, tiens, ben, effectivement, ça peut avoir un sens de creuser et de voir à quoi ressemble cette certification. Et donc, on est rentré, je dirais, de manière un peu juvénile dans le BIA, pour voir comment ça fonctionnait. Et on a très, très concrètement ouvert un compte et attaqué le questionnaire. Donc, un des défis, c'est la taille de ce questionnaire. Et donc, être sûr qu'on a cette énergie pour aller jusqu'au bout de ce questionnaire. Et non seulement aller au bout de ce questionnaire, mais aussi comprendre après, petit à petit, l'ensemble des questions, parce que tous les sujets sont quand même assez liés, même s'il y a beaucoup d'items qui sont abordés. Et chacune de ces questions, en tout cas la plupart de ces questions, nécessite quand même de bien comprendre son mode de fonctionnement et de savoir ce qu'on a déjà mis en place ou pas mis en place. Je m'explique. Quand on est une société, comme c'était le cas de Redman, qui n'est pas une société en création, mais qui avait quasiment 15 ans d'existence à ce moment-là, on ne structure pas la société en fonction des réponses qu'on doit apporter à Bicorp. La société, elle existe, elle a un mode de fonctionnement, et donc on doit regarder 3 choses. C'est dans le plan d'action, je dirais, qui va être mis en place pour obtenir la certification. Il y a ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire ce qu'on faisait déjà, mais qui n'était pas forcément formalisé. Il y avait peut-être en termes de rémunération, peut-être en termes de gouvernance, en termes d'impact environnemental, beaucoup de choses qu'on faisait, mais qui n'étaient pas formalisées. Donc, il fallait simplement formaliser pour pouvoir aller vers Bicorp pour obtenir les points et le justifier. Il y a aussi, donc ça c'est les premiers défis. Le deuxième, il y avait ce qu'on ne faisait pas, mais qu'on découvrait au travers du BIA et qui était assez simple à mettre en place. Je prends un exemple, il y avait un comité d'éthique, par exemple. Bon, on n'avait pas mis en place de comité d'éthique, ça ne nous parlait pas spécialement avant, mais en voyant la question, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut servir, et c'est pas compliqué à mettre en place. Donc ça, c'est des choses qui, par le BIA et grâce à Bicorp, ont été mises en place très rapidement au sein de la société en vue de la certification. Et le troisièmement, c'est les points qui nous parlent effectivement, mais qu'on ne pouvait pas mettre en place tout de suite et qui, du coup, font partie plutôt d'une feuille de route à terme au travers de Bicorp et du BIA, c'est-à-dire de modes de fonctionnement qui vont intervenir d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Donc voilà, donc c'était un peu la complexité qu'on a eue, les défis, c'était de rentrer dans ce questionnaire et d'y répondre, je dirais, question par question, et surtout l'apport des justifications, parce que certaines des questions sont hyper techniques et demandent un vrai recul sur les choses. Je prends un dernier exemple, c'est sur la localisation des fournisseurs. Alors, je ne connais pas le numéro de la question ni son détail, mais je pense qu'il y a des sachants mieux que moi, Sophie répondra. Mais il a fallu rentrer vraiment dans les comptes des sociétés, voir quels étaient les prestataires avec lesquels on travaillait, et justifier, donc connaître leur siège social, savoir quelle était la distance de ce siège social par rapport à notre propre siège social, pour pouvoir justifier de travailler avec une majorité de sociétés qui étaient de manière, je dirais, locale. Et ça, voilà, c'est une question qui a l'air toute simple comme ça, mais il faut rentrer dans les détails et ça nécessite quand même beaucoup de travail. Donc, c'est le côté hyper exigeant, mais je dirais la certification Bicorp le vaut bien, le caractère hyper exigeant de ce questionnaire et des réponses qu'on doit apporter à ces questions. Et c'est vrai que le sujet des fournisseurs est un sujet qui revient de façon récurrente dans mes accompagnements et qui est un sacré Infernal. défi. Parce que tout d'un coup, en fait, finalement, on s'intéresse de près à sa chaîne de valeur,
Et on va assez loin dans la compréhension de cette chaîne de valeur, de ce fameux critère du local, de l'actionnariat aussi de ces Oui, fournisseurs. Ça, pardon. je sais que c'est une question qui, parfois, Non, mais déstabilise. ça fait poser des questions. Effectivement, il y a une des questions de mémoire, en tout cas, qui était le pourcentage de sociétés avec lesquelles vous travaillez qui sont détenues par des femmes. Mais enfin, c'est très clairement une question qu'on ne se pose pas. Enfin, moi, que je ne me suis pas posée préalablement au fait de me frotter au BI. Et donc, déjà, au niveau de la question, on n'a pas la réponse. Donc, ça, il faut qu'on commence à regarder. Et puis, quand on commence à regarder, j'imagine que de manière générale, en tout cas, nous, ça a été notre cas, on se rend compte que ce n'est pas beaucoup. Et donc, ça pose beaucoup de questions, effectivement, sur les modes de fonctionnement a posteriori. Ça lève beaucoup de lièvres, beaucoup d'idées. Toutes n'en sont pas suivies, bien évidemment. Je pense que c'est ce qu'on est en train de prouver. Il y a 1000 chemins pour obtenir la certification. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais ça lève beaucoup d'idées, beaucoup de sujets. Et c'est ça qui est très enrichissant. Et qui permet du coup, en tout cas, de se poser les bonnes questions et ensuite prendre, finalement les réponses qui ont du sens aussi pour son entreprise. Et c'est vrai qu'Arnaud nous en parlera, se poser ces questions dès le départ, ça, je dirais, simplifie peut-être, en tout cas dans le choix des fournisseurs, certaines choses avec lesquelles il faut vivre ensuite, par la suite, quoi. Je ne sais pas si j'ai encore une minute, mais Oui, ce que tu dis, vas-y. Sophie, c'est hyper exact. Et quand on a eu l'approche BA comme la nôtre, mais je pense que c'est à peu près pour tout le monde, quand on se lance dedans, c'est hyper... moi, par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'un modèle de business à impact. Je ne savais même pas que ça ouvrait des points ou de nouvelles questions. On l'a pris vraiment, je dis de nouveau, de manière assez juvénile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fonction des réponses qu'on apporte, en fonction du secteur d'activité, ça ouvre de nouvelles questions, de nouvelles justifications aussi à apporter. Et par exemple, l'immobilier, vu qu'on a été effectivement les premiers à ouvrir un petit peu cette voie en France, en tout cas, c'était des questions auxquelles on n'était pas forcément préparé et qui, mine de rien, étaient hyper pertinentes par rapport à notre business model. Donc, l'anticipation du BIA par rapport à ce que devrait être un promoteur immobilier à impact, je dirais, positif, c'était extrêmement anticipé. Et donc, ça nous a vraiment poussé dans nos retranchements en termes de questionnement sur comment est-ce qu'on peut faire notre business beaucoup mieux. Et je pense, Margot, tu pourras nous en dire un peu plus justement sur cette partie, comment ça vous a aussi un peu challengé chez Morning par rapport à ce que vous faites déjà, ce que vous pourriez faire demain, comment ça vous a guidé. Mais avant ça, pour suivre le déroulé sur lequel on s'était mis d'accord, je propose de d'abord parler un tout petit peu des chemins complexes avec toi, Mathilde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce gros bateau au fond, le bateau de la CGN pour les Suisses qui nous regardent, si vous le reconnaissez. Comment ça se passe quand on est une filiale d'une grosse structure et qu'il y a un petit peu plus de complexité dans l'organisation? Ouais, alors ce qui va se passer, c'est que quand vous cochez en fait un des critères de complexité dont on a parlé précédemment, le bon réflexe, c'est de nous écrire. C'est de contacter en fait Bilab France, parce que à partir de ce moment-là, on va lancer ce dont je vous parlais précédemment, qui est cette analyse en fait de complexité et, comme disait Sophie aussi, analyse de faisabilité, d'éligibilité de l'entreprise, qui va avoir vraiment pour objectif, voilà, de tracer avec vous le meilleur chemin pour atteindre la certification. Si vous êtes une filiale, est-ce que vous devez engager le groupe? Parce qu'il y a assez souvent, une filiale va devoir engager le groupe dans la certification. Ce n'est pas toujours le cas si elle est très indépendante. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la structure de l'entreprise, avec cette idée de s'adapter au plus près de la structure du groupe, de l'entreprise. Et donc, il faut rentrer en contact avec nous, Villa France, pour qu'on étudie ce cas et qu'on trace ce chemin de certification. Pour les très, très, très grosses entreprises, on a un chemin de certification un peu à part parce que ça peut prendre parfois 10 ans, 15 ans. Et c'est le petit logo qu'on voit là sur la gauche qui s'appelle B-Movement Builders. C'est un programme qui est donné à l'échelle internationale parce que c'est vraiment pour des grosses multinationales dans lequel est par exemple engagé actuellement en France Bonduel. Et c'est vraiment un programme qui va sur plusieurs années et qui va vraiment dessiner
des étapes, étape par étape, la potentielle certification d'une multinationale. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on fasse une pré-analyse. Et en fait, après, finalement, en fonction du nombre de BIA qu'on aura défini, on repartira sur l'étape classique de rassembler les données, remplir le Impact Assessment, passer l'audit. Mais il y a vraiment cette pré-étape très importante et à Pour ne pas sous-estimer, quoi. Et pour permettre justement aux entreprises de ne pas se lancer dans quelque chose Tout à qui, fait. de fait, n'est pas faisable et qui serait finalement un gâchis d'énergie de chaque côté. Exactement. Donc, merci pour ces précisions. Et alors, moi, j'aime bien parler du chemin. Vous voyez nos bateaux, le gros bateau, le moyen bateau, ce que j'appelle le chemin semi-complexe d'entreprises comme Morning. Margot, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vous qui avez soumis du coup votre questionnaire? Quels ont un peu été les défis que vous avez rencontrés dans ce chemin vers la certification? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas répéter ce que disait Mathias, mais je pense qu'on a eu les mêmes défis tout au long de notre chemin, en tout cas de ce processus. Ce sont des défis et j'aime bien, je suis assez, voilà, je reprends aussi ce que disait Mathias, je trouve ça assez, quoi qu'il arrive, positif. Tout ce qui fait, même s'il y a des obstacles, même si parfois c'est un peu compliqué, même s'il y a des ralentissements, il y a des grandes questions, de toute façon, ces défis s'avèrent positifs in fine. Il faut l'avoir en tête quand même, c'est important pour se lancer. Donc, des défis pour ne pas répéter Mathias, je pense qu'on l'a beaucoup entendu et je suis désolée de le rappeler. On a été quand même soumis à une période d'incertitude qu'est le Covid. Donc, ça a rajouté une complexité, je ne peux pas le nier. On a eu beaucoup de moments à distance avec nos fameux pilotes et notre équipe, dont on parlera après. Donc, c'est pas facile de garder et sa motivation et son entrain et sa régularité, on va dire, dans une période, dans un contexte incertain, on va dire. Donc ça, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. Voilà. Ensuite, il y a tout on va dire, un pan sur le fait de bousculer des pratiques en fait existantes. Et là, ça rejoint Mathias sur une existence de société. Alors, on n'a pas 15 ans, on a moins, mais on est une société qui a grandi vite. Qui s'est structurée aussi très vite avec une forte croissance des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi un défi de bousculer des pratiques, des cultures qui sont bien établies, même si elles sont aptes à changer. Je l'ai vu, je pense qu'on a eu la capacité de changer, de se poser des questions. Donc rien n'est définitif, mais en tout cas, c'est un défi. Et puis de manière globale, si j'en prends un troisième, c'est de mobiliser toutes ces personnes-là, que ce soit son équipe, mais aussi toutes les personnes, les collaborateurs, pour aller collecter des données, poser plus de questions, faire des bilans dans un contexte incertain et aussi, surtout, il ne faut pas l'oublier, le Bicorp, ça vient s'insérer, ce qui est bien dans un quotidien et dans un business qui continue d'exister. Et ça vient forcément prendre un peu de temps. Freiner, ce ne serait pas le mot, mais en tout cas prendre du temps. C'est important d'ailleurs de le prendre, ce temps, pour se poser et prendre du recul. Mais en tout cas, voilà, on mobilise beaucoup de personnes, pas forcément au même moment, mais ça prend du temps et aussi de l'énergie. Et il faut, je pense que c'est une vraie conduite de changement. Et un défi qui est associé d'ailleurs, peut-être, alors ça fait un quatrième, mais c'est de garder en fait que tous les collaborateurs ou les salariés comprennent ce chemin et pourquoi on a pris cette certification et que c'est la première étape. On n'est que sur le début du chemin et qui ne va pas, entre guillemets, s'arrêter, comme vous disiez. Donc, tout le monde doit être embarqué, même si plus ou moins tout le monde a ses croyances. Il faut que tout le monde comprenne et soit intégré dans le process. Voilà. Et pour avoir suivi la fin de votre chemin, le dernier rush avant de soumettre le questionnaire, ce que je trouve aussi hyper intéressant dans votre cas, c'est ton rôle, je dirais, de traductrice presque, puisque vous avez une gouvernance atypique, très flat, et où la notion de manager, en fait, n'existe pas. Et réussir, en fait, à traduire cette culture d'entreprise dans le questionnaire, ça a créé un peu des frictions aussi par moment. Oui, complètement. C'est effectivement, on fonctionne beaucoup
manager, leader, il n'y en a pas vraiment de grande strate. Évidemment, il y a un comité de pilotage et c'est bien nécessaire pour, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit l'actionnariat ou autre, c'est important d'avoir des personnes qui puissent prendre des décisions, ça c'est important. Mais on est tous aptes à prendre des décisions. Donc, c'est vrai que ça a un peu complexifié les choses de devoir mobiliser toutes ces personnes et puis être à différents niveaux. Et en même temps, ça rend l'exercice encore plus intéressant. Et je pense que chaque métier s'est à un moment donné retrouvé dans ce questionnaire et en tout cas dans ces questions qu'on a pu aborder autant en client qu'en environnement. C'est ce qui est riche en fait, c'est que c'est tellement varié, c'est tellement large, c'est plus de 200 questions que tout le monde se sent concerné à un moment donné, même si tout le monde n'a pas été interrogé. Donc oui, c'est une structure complexe, mais on a grandi vite, alors on s'est adapté aussi. C'est ça la résilience. Et peut-être une dernière question pour toi sur je dirais le hackathon interne que tu as organisé en mars, notamment qui t'a permis d'aller un peu plus creuser dans ces fameux modèles d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui est ressorti de ces ateliers, ces groupes de travail, sur aussi le futur de Morning, ce que Mathias appelait les points sur lesquels on peut se challenger et qui sont des pistes de développement pour une recertification et plus tard. C'est vrai on s'est posé pas mal de questions, c'est venu nous interroger sur ce qu'on fait actuellement et ce qu'on pourrait faire dans le futur. J'aurais peut-être 2 exemples. Je dirais une notion un peu de travailler autour de notre communauté. On a une communauté forte d'entreprises, on a plus de 500 entreprises aujourd'hui et quelques associations d'ailleurs. Et je pense que c'était un des business models, ou en tout cas un chemin vers un business model, serait de travailler comment intégrer, comment accueillir ces entreprises qu'on appelle engagées, non pas que les autres ne le soient pas, mais engagées ou certifiées dans notre communauté. Je pense que c'est important à 2 points de vue. Emmener le reste, ces entreprises engagées peuvent emmener le reste qui s'interrogent peut-être sur ces questions-là et sur ces chemins-là. Donc, comment est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on fait des programmes d'éducation, entre guillemets, de sensibilisation, ou presque d'incubation, on va dire? Donc, il y a eu un peu cette question-là et qu'on va continuer de tirer dans les fils, je l'espère. Et peut-être un deuxième exemple qui entre guillemets, rien à voir, sur des modèles autour du bien-être et du sport. Qu'on a abordé, c'est des choses qu'on a accélérées avec le Covid, beaucoup en visio l'année dernière, mais qui a bien fonctionné. C'est vrai qu'on crée des espaces de travail et de coworking anciennement, mais aussi des expériences et surtout des journées de travail où on doit passer une bonne journée. Donc, on aime bien y intégrer des vrais programmes, on va dire, bien-être et sport. Donc, comment est-ce qu'on mesure tout ce bien-être finalement, tout ce programme? C'est bien d'en parler et de faire quelque chose de subjectif, mais c'est aussi bien d'avoir des chiffres et de savoir si vraiment ces programmes-là viennent améliorer un bien-être au quotidien. Moi, j'en suis persuadée, mais il faut le prouver. Donc voilà, comment est-ce qu'on va aller tirer ce fil-là aussi, je pense. Et c'est vraiment grâce à Bicorp qu'on est venu aller s'interroger clairement là-dessus. Et c'est intéressant parce que ça fait passer finalement le cap de choses qu'on dit à comment on le formalise, on le mesure de près et on est, je dirais, sérieux sur le sujet d'impact sur lequel on s'engage. Donc, Oui, tout à fait. Je rejoins Mathias sur les chiffres qu'on n'avait pas forcément et les nombreux tableaux qu'on a dû produire, qui sont un peu... je me souviens un petit peu de ce moment de se tirer les cheveux, mais aujourd'hui, on les a et c'est super riche, même en communication, du coup, maintenant. oui, c'est bien appuyé. Et justement, Voilà. alors, tu parles de communication. Arnaud, toi qui t'es lancé dans le chemin entreprise en création et qui a fait les 1 an de l'agence Grimblanc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, dès le départ, en créant cette aventure, tu t'es dit Bicorp est notre boussole? Et en fait, quand j'ai imaginé avec mes futurs associés de l'époque euh, le concept de l'agence Grimblanc, on avait envie de passer à une autre étape et de pouvoir finalement utiliser ce que l'on savait faire et ce qu'on avait vu sur le terrain, c'est-à-dire des super initiatives dans des PME qui méritaient d'être mieux exposées, parce qu'on pensait qu'elles avaient du sens pour accélérer la transition écologique, la transition sociétale qui nous semble nécessaire. On a réfléchi à ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir prendre pied sur le marché assez rapidement.
j'ai participé à pas mal de conférences et j'ai assez vite rencontré des gens engagés dans la communauté Bicorp et qui m'ont présenté le label, la démarche, le BIA. Et j'ai aussi vu d'autres labels, d'autres certifications. Mais d'un côté, j'ai vu des labels, de l'autre côté, j'ai vu une communauté avec de l'entraide, avec des échanges, avec des conseils, puis dans laquelle j'étais accueilli à bras ouverts parce qu'on me disait ton idée, elle est super, viens, on va t'aider à la développer. Déjà, ça, j'ai dit tiens, il y a un truc qui change ici par rapport à ce que je pouvais voir par ailleurs, et par rapport à d'autres communautés dans lesquelles j'avais pu évoluer. Et en creusant la question, je me suis dit, j'ai très très vite acquis la certitude que le label Bicorp pouvait être à la fois pour nous une boussole, mais aussi un acte d'engagement fort vis-à-vis de nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs, et dans le domaine de la communication, on travaille beaucoup avec des indépendants, avec des freelances, avec différents statuts, dont certains peuvent être malmenés par d'autres agences. Et par rapport aux clients, où on était, en étant en région, et basé en région, en voulant aller vers des clients peut-être plus petits, des PME, des ETI, on s'est dit le fait d'avoir un label peut permettre de porter notre démarche, de la rendre aussi perceptible, comparable avec d'autres exemples. Donc c'est pour ça que on a très vite acquis la certitude qu'il fallait, pour le projet de l'agence Grain Blanc, aller dans la démarche Bicorp, et ça, dès le départ. Et tellement dès le départ qu'on a fait en sorte d'avoir l'information sur les éléments statutaires à mettre dans nos statuts, et que les statuts qui ont été déposés il y a un an eh bien, ont été jugés conformes lors de l'audit Bicorp en création, et donc on n'a pas eu à modifier nos statuts. On était content de ça parce que c'était vraiment que on s'est vraiment mis dans l'idée de construire une entreprise Bicorp compatible. Et Alors, merci. évidemment, Oui, merci Arnaud, justement, de rappeler ce point sur les statuts. Pour le coup, c'est l'une des conditions pour devenir une entreprise B en création, c'est d'avoir intégré dès le départ ce principe du coup d'une raison d'être commune à toutes les Bicorp et de la responsabilité partenariale des dirigeants. Donc ça, c'est une modification qui doit être apportée pour pouvoir, une des conditions pour devenir entreprise en création. et pour rejoindre ce que disait Mathias tout à l'heure, évidemment, quand on a 15 ans d'existence, eh bien, il y a des choses à modifier. Eh bien, nous, en partant d'une feuille blanche, c'est vrai que ça a été aussi plus facile de structurer les choses pour aller vers Bicorp, mais pour aussi pouvoir bien le faire, parce que le BIA, qu'on soit en création ou pas en création, c'est le même. Donc, il est toujours aussi intense, dense, complet. Et comme évidemment, quand on crée une entreprise et qu'on doit tout structurer, tout lancer, la commercialisation, etc., s'attaquer au BI en parallèle, c'est une tâche ardue. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix, moi, d'être accompagné dans ce sujet-là, parce que déjà, j'avais ma boussole un petit peu extérieure, puis j'avais des rendez-vous aussi avec l'équipe. Et ces rendez-vous nous ont aussi obligés à avancer dans le sujet, alors que sinon on aurait peut-être, on se serait dit non, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Si on avait été tout seul dessus, je pense qu'on aurait mis plus de temps, parce qu'on aurait eu d'autres priorités, tout simplement. Finalement, ça vous a aidé à prioriser l'impact et étant moi-même dans cette démarche, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'avoir le volet impact de son business plan. Moi, j'utilise vraiment le BIA comme, OK, voilà des hypothèses de chiffre d'affaires qu'on fait. Globalement, comment ça se traduit en termes d'impact, comment le mesurer et prendre aussi cet engagement sur où la feuille de route d'impact qu'on veut se donner aussi en tant que start-up. Mais je propose de passer à notre dernière partie de webinaire parce que je vois que le temps file. Et là, ici, l'idée, c'est de vous partager, je dirais, 3 clés de succès pour bien mener le projet en interne. Je commencerai par la première qui est de prendre en main l'outil. Question ouverte, la première qui se lance. Comment êtes-vous venu à bout des 200 questions? C'était quoi votre tactique? De l'obstination. Merci Arnaud. Non, de la méthode, voilà. La méthode. La méthode, une après l'autre.
moi je dirais utiliser un outil de gestion déjà connu en interne. Et Mathilde, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots dans cette évaluation, finalement, il y a un petit peu 3 grandes choses à connaître sur ce B-Impact Assessment? Yes. En 2 mots, il y a des questions notées. Donc là, c'est les questions de mesure d'impact, qu'on connaît un peu tous, qui sont divisées en 5, ce qu'on appelle domaines d'impact, en fait, qui correspondent à 5 parties prenantes principales de l'entreprise, que sont la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients. Et dans ces domaines d'impact, on va avoir des questions qui vont porter à la fois sur les impacts des activités de l'entreprise, ce qu'on appelle des impacts opérationnels, et à la fois, comme les autres invités en ont un peu parlé, sur des impacts qui peuvent être liés au modèle d'affaires qu'a choisi d'avoir l'entreprise. Si l'entreprise a choisi de mettre au cœur de son modèle d'affaires un impact particulier, elle va aussi pouvoir le valoriser dans le domaine d'impact qui correspond à cet impact particulier qu'elle a choisi. Donc voilà sur la partie notée qui va faire l'objet de l'audit. Et ensuite, on va avoir quelques questions en fait, non notées qui sont en fait, des questions d'évaluation des risques de l'entreprise dans ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation qui va permettre aux auditeurs de vérifier si l'entreprise opère dans des industries sensibles comme l'armement, les énergies fossiles, ou dans certaines industries qui sont controversées et qui vont nécessiter des rapports de transparence supplémentaires, comme par exemple l'alcool, les substitutions, l'eau en bouteille. Merci Mathilde. Voilà. Et justement, pour vous aider, je vous mettrai le lien vers le tuto Ouais. qui est mentionné, qui vous aide vraiment à prendre en main l'outil, sachant que en fait, le questionnaire le profil que vous créez va déterminer les questions que vous aurez derrière. Donc, c'est hyper important de créer, on va dire, le bon compte dès le départ pour pas perdre de temps et devoir ensuite ressaisir vos questions dans un autre questionnaire. Donc, je vous mettrai ça dans la synthèse. Deuxième clé de succès, Margot, tu parlais de conduite du changement. Il y a vraiment cette notion aussi d'impliquer les bonnes personnes. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels étaient les profils, les personnes impliquées? Oui, bien sûr, bah, effectivement, comme le chemin est long, il faut s'entourer des bonnes personnes. Je dirais qu'il faut donc des experts, principalement métiers. Typiquement, dans notre cas, on avait une responsable achat. La partie fournisseur est quand même costaud, donc c'est important d'avoir les bonnes informations et la réalité du terrain. C'était tout à fait nécessaire. On a pu travailler sur une charte achat responsable, notamment. Voilà, une personne du juridique sur des questions juridiques également, important. Que ça, une question d'éthique ou autre, c'est toujours intéressant. Des personnes qui sont aussi dans le comité de pilotage et qui sont typiquement en ressources humaines aussi, très important pour la partie collaborateur. Et de temps en temps, il faut arriver à rassembler cette équipe-là avec peut-être d'autres personnes de comité de pilotage qui ne sont peut-être pas au quotidien, mais pour faire des bilans et puis prendre aussi des grandes décisions, que ce soit évidemment le changement quand même de statut qui n'est pas rien, comme tu disais au tout début, ou des questions relatives à l'éthique ou qui concernent des changements un peu plus long terme. Et là, on a besoin de gens qui prennent des décisions. Donc, on a à la fois des experts métiers qui sont vraiment indispensables, et puis également des gens qui ont la capacité de prendre des décisions pour avancer et prendre des vraies marches, quoi. Donc, c'est ce que je dirais, voilà, bien s'entourer avec son équipe. Merci Margot. Et de votre côté, Mathias, chez Redman, qui tu as impliqué, sachant que tu étais un peu l'éclaireur, le capitaine du bateau qui a embarqué l'équipage. À quoi ressemblait votre équipage? C'était assez simple. On a pris, enfin moi j'ai mis une task force interne une personne a pris une personne a pris un des items. Donc je me suis occupé de la gouvernance, bien sûr, étant le patron de la boîte. Et puis j'ai une personne sur les collaborateurs, une sur les collectivités, etc. Donc chacun s'est retrouvé avec 30 à 50 questions à peu près à gérer. Et ils les ont gérées vraiment comme entre guillemets, des petites business units. Donc, ils étaient en charge des questions, des réponses à apporter, des justificatifs à trouver, et puis aussi en charge d'essayer d'aller trouver le maximum de points pour obtenir ces fameux 80 points. Ce que je souligne, mais les interlocuteurs avant l'ont un peu dit, mais c'est hyper important de leur dire, ça marche pas sans une application hyper forte de la direction des boîtes, parce que souvent il y a des modifications à apporter ou des changements de comportement, en tout cas pour les boîtes qui préexistent, qui existent avant
avant cette certification. Donc, il faut une implication très, très forte des dirigeants, des managers. Et en même temps, il y a souvent une implication très forte aussi des collaborateurs qui sont souvent, une fois qu'ils sont informés et encore plus tenus au courant de l'avancée de la certification, généralement, les collaborateurs sont hyper enthousiastes et donc veulent participer et en tout cas veulent des informations. Donc, il y a cet équilibre un petit peu à trouver entre les collaborateurs qu'il faut tenir informés et impliqués, et puis une implication aussi très, très forte du management. Merci Mathias. Ce qui m'amène à la troisième clé de succès et qui est pour le coup une question ouverte, se faire accompagner, oui, non. J'ai vu qu'il y a notamment certaines personnes qui posaient cette question aussi dans le chat. Je t'ai représenté en capitaine du bateau puisque le leadership chez Redman, c'est toi et ton associé. Qu'est-ce que tu peux partager comme retour d'expérience? Sur le fait de se faire accompagner, alors nous, on a effectivement une approche un peu peut-être particulière. On a fait l'ensemble de cette certification seul. On n'a pas fait appel à des prestataires extérieurs. Donc, vraiment, 100% de la certification, les questionnaires, les justificatifs, tout le process, l'audit, etc. Donc, ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Et donc, on peut très, très bien obtenir cette certification sans faire appel à des personnes extérieures. Mais on l'a fait pendant la période de confinement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a démarré notre certification en mars 2020. Et du coup, c'était une période un peu particulière où, tout en travaillant, on avait quand même beaucoup de temps à y consacrer, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Donc, on a pu le faire aussi parce que c'était ce confinement et que le temps, je dirais, était un peu élastique et on s'est extrêmement impliqué dedans. Je ne suis pas sûr, rétrospectivement, que si on devait démarrer une certification aujourd'hui, j'aurais autant de temps à y consacrer. Et donc, que je ne ferais pas appel voilà, à des spécialistes, des Sherpas pour nous aider. Mais en tout cas, ça prouve que c'est possible, mais il faut aussi impliquer beaucoup. Et mettre un peu les bouchées doubles. C'est d'ailleurs pour ça que les programmes BeLeader ont été créés un peu partout en Europe, notamment avec Mathilde, tous les mois, on a l'occasion de former de nouveaux BeLeaders. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces profils d'accompagnants? Oui, tout à fait. Bah, toutes les entreprises ne font pas comme Redman et certaines ont besoin voilà, de petits guides. Alors parfois, elles vont prendre des cabinets de conseil pour être accompagnées, notamment certifiées B Corp. Et sinon, nous, avec ce souci-là vraiment de développer un réseau de personnes qui comprennent le B-Impact Assessment et qui peuvent accompagner les entreprises, on a développé une formation qui s'appelle BeLeader, avec Sophie notamment, qui une formation sur 2 jours avec un cas pratique entre les. En fait, il y a une semaine qui sépare les 2 jours et il y a un cas pratique à réaliser au milieu. Alors, voilà, on certifie pas les personnes, mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne une grosse quantité d'informations, des outils pour aider ces personnes, ces B-Leaders à accompagner des entreprises, pour leur donner en tout cas la matière pour accompagner les entreprises. Et on commence à avoir un bon petit réseau de B-Leaders là, Sophie. Oui, tout à fait. Et Margot, justement, tu fais partie des personnes qu'on a formées en décembre de l'année passée. Toi, quelle a été ton approche, justement? Je pense que effectivement, la formation BeLeader a été vraiment nécessaire et m'a beaucoup aidée dans la compréhension du mouvement, du process, des questions et plein de choses. Vraiment, ces 2 jours vraiment intenses, mais très, très importants. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée et aiguillée. Et puis le fait d'avoir effectivement travaillé sur, comme tu disais, en bout de course sur un accompagnement autre. Pareil, je trouve que ça a été judicieux sur des questions de prise de recul. C'est important aussi de se faire accompagner parfois pour ça. On est beaucoup dans sa société, quand on connaît bien aussi les rouages, c'est important d'avoir un petit peu plus de recul et surtout des questions d'interprétation. Ce questionnaire amène beaucoup d'interprétations dues soit sa traduction, soit à des questions qu'on ne s'est jamais posées, type effectivement les femmes ou les minorités. Donc c'est important. Je sais, évidemment, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais j'ai trouvé ça important et très, très utile dans notre cas. Merci Margot. Et Arnaud, pour le coup, vous avez eu une approche encore un peu différente. Je t'ai représenté avec tes 2 compères de remplissage du BIA. Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement l'approche que vous avez eue? Et effectivement, moi j'ai fait le choix d'être accompagné au travers d'un programme effectivement B Corp Booster qui est une formation en plusieurs étapes et avec à la fois des ressources d'auto-formation et puis des points réguliers avec le coach, donc avec toi en l'occurrence Sophie. Et comme on était dans cette démarche de construction, que moi j'avais suivi plein de conférences, j'avais rencontré plein de gens, j'avais aussi besoin de mettre à niveau finalement mes deux associés principaux, dont l'un s'occupe des stratégies vers les clients et l'autre de la partie administrative et financière. Donc ils sont opérationnels aussi, ils ne sont pas simplement associés. Et donc j'ai choisi qu'ils puissent aussi participer aux formations et qu'on travaille ensemble au remplissage du BIA. Et ça a permis vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, d'ouvrir la voie, d'ouvrir la discussion, la réflexion, et finalement ça a rejailli sur des questions commerciales, sur des questions sociales, sur des questions de communication. Ça a été vraiment extrêmement riche. Ça n'a pas toujours été simple. C'est pas mal de débats, mais ça a vraiment été un super échange et ça a permis comme ça d'embarquer tout le monde finalement dans un état d'esprit Bicorp et voilà et ça rejaillit sur les équipes. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, un truc comme ça, j'ai un collaborateur qui par mail m'a dit sur un sujet, je ne sais plus exactement lequel, mais ça c'est pas très Bicorp. Donc voilà, pour moi ça c'est bien quand les équipes intègrent les valeurs de Bicorp et elles sont toutes attentives finalement, on est tous attentifs ensemble et ça, ça a servi à ça. On parle tous la même langue, in fine, ensuite de l'impact. Ouais. Mathilde, tu veux Oui, préciser? je voulais juste préciser, parce que ce n'était pas forcément clair dans ce que je disais, la formation de leader, elle s'adresse à la fois à des indépendants qui veulent accompagner, mais comme le témoigne très bien Margot, elle s'adresse aussi à ce que nous, on appelle des Big Corp Champions, qui sont des personnes en interne dans les entreprises qui veulent mener la certification en interne et qui ont besoin d'avoir un peu de formation. Donc, on a plusieurs types de populations. Il y a même des personnes qui sont certifiées Big Corp et qui font cette formation pour comprendre, en fait, c'est de quoi on parle dans leur entreprise. Donc, il y a plusieurs types de populations. Et oui, comme j'ai vu la question dans le chat, on peut faire la formation en étant salarié d'une entreprise. Voilà. Et c'est ce qui était le cas d'ailleurs, notamment de Mathias, qui du coup a découvert ensuite tout ce qu'il n'avait pas vu dans le BIA en suivant la formation. Je vois, on est complètement dépassé par le sujet étant passionnant et moi, si je pouvais vous garder 2 heures, je trouverais ça super. Mais on va wrap it up, comme disent les Anglais, avec peut-être votre conseil à chacun, à chacune, pour une entreprise qui voudrait se lancer. Quel est le conseil que vous lui donneriez? Commençons par Mathilde. Alors, j'espère que je ne vais pas couper l'herbe sous le pied de tout le monde, mais moi, je dirais d'embarquer toute l'entreprise, du top management à tous les salariés, parce que c'est quelque chose, comme on a vu, qui peut être un peu fastidieux, un peu long. Mais pourtant, au moment où on se lance tous ensemble, ça peut vraiment remotiver les équipes, donner un vrai sens à l'entreprise. Et donc, ne pas le faire dans son coin, dans une équipe dédiée, essayer de le faire infuser le plus possible, ce projet-là. Je pense que c'est vraiment la meilleure bonne pratique que j'ai vue dans toutes les entreprises que j'ai vues se faire certifier B Corp. Merci Mathilde. Mathias. Moi, je dirais qu'il faut, enfin, je confirme parfaitement, mais je dirais vraiment qu'il faut embarquer, se dire qu'on veut participer à un mouvement d'entreprise qui veut avoir de l'impact positif, mais pas se mettre de pression. Ça peut être long, ça peut être difficile. C'est pas non plus une fin en soi de devenir B Corp, c'est-à-dire qu'au travers du BIA, on va aussi améliorer de toute façon ces pratiques. La certification, elle peut venir plus tard. Voilà, donc pas trop de pression, pas se mettre de pression par rapport à ça. Se dire simplement qu'on s'embarque sur un chemin où on aura de toute façon des pratiques beaucoup plus vertueuses après, qu'on soit certifié ou non. Merci Mathias. Margot? Je complète à nouveau Mathias. Je dirais le test, enfin le BIA est gratuit, donc allez en ligne, testez-vous et entre guillemets, c'est pas que ça n'engage à rien, mais
parce que du coup, derrière, vous aurez envie de continuer. Mais en tout cas, effectivement, la certification n'est pas une fin en soi et le questionnaire vous donnera vraiment un avant-goût et vous donnera envie certainement de poursuivre. Donc, je dirais, allez-y, testez. On aime bien chez Morning tester, donc voilà, testez. Merci Margot. Arnaud, quel est ton conseil? Eh bien, il y a eu déjà plein de très bons conseils avant. Pour compléter, je dirais il faut s'inspirer. Qu'est-ce que c'est la notion d'impact? Et pour pouvoir embarquer aussi les collaborateurs, les collègues, la direction, comme ça a été dit, ça peut être aussi intéressant, bien sûr, de lire, de voir des webinaires, de rencontrer des gens sur des salons ou ailleurs, mais aussi d'aller voir ce que font des entreprises qui sont certifiées Bicorp pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'impact et bien comprendre qu'on peut avoir une activité lucrative qui amène des bénéfices, mais qui peut aussi amener des bénéfices financiers, mais aussi des bénéfices pour la société, des bénéfices pour la collectivité. C'est ça, en fait, le sens de Bicorp, c'est que l'activité lucrative ne soit pas simplement dirigée vers quelques personnes, mais vers la collectivité. Et je pense que c'est bien d'aller s'inspirer, de voir ce que les autres font. Ça permettra d'avoir des exemples qui alimenteront la discussion et qui diront, regardez, eux, ils l'ont fait, c'est possible dans le vin, dans l'immobilier, dans la location, dans les services. Il y a plein d'exemples et il faut aller s'inspirer. Merci Arnaud, et c'est justement pour ça que dans le programme Bicorp Booster, on a développé avec l'équipe de Wiser Impact beaucoup d'études de cas pour montrer justement c'est possible, ils l'ont fait dans d'autres secteurs. Et on partage de temps à autre dans la lettre du sens à l'impact, donc n'hésitez pas à vous abonner pour aussi recevoir ces études pour le coup qu'on fait gratuitement et qui montrent que la voie est possible. Je finirai mon conseil personnel, puisque je viens enfin de soumettre mon questionnaire Bicorp, c'est partez pas seul. Alors ça peut être un comble quand on est un accompagnant de mettre autant de temps à faire son propre questionnaire. Ça m'a presque pris une année, mais il y avait le côté de, en fait, en tant que fondatrice, je le faisais seule et parfois avec le ping-pong avec l'équipe. Mais ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est l'inspiration d'un de mes clients. On s'est mis le défi à deux d'accélérer et donc partez pas seul. Trouvez un sparring partner, quelqu'un avec qui justement faire ce ping-pong et vous donner envie d'aller et d'engager pour aussi prioriser le sujet, puisque Arnaud, tu le disais aussi, on est vite rattrapé par les urgences opérationnelles. Mathias a eu la chance de pouvoir faire ça pendant le confinement, qui était un peu une période bénie pour certains projets de long terme qui mettent du temps à avancer. Je pense, ouais, partez pas seul, ça vous donne aussi le accountability pour tenir les deadlines qu'on se donne. Et si, peut-être en synthèse, voilà un petit peu le chemin qu'on a parcouru en plus d'une heure finalement, mais je pense que le sujet est passionnant et je vous enverrai ensuite la synthèse de ces échanges et ainsi que le support de présentation pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi vous offrir un petit cadeau, à savoir si justement vous vous posez des questions sur quel est votre chemin, n'hésitez pas à réserver un diagnostic gratuit. Bicorp Booster, on fait ça très volontiers pour éviter en fait que vous partiez dans la mauvaise direction, que vous perdiez du temps. Parce que je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui des limites planétaires. On est tous conscients de l'urgence d'agir. Et donc, moi, en l'occurrence, si les gens peuvent éviter de perdre 3 mois parce qu'ils n'ont juste pas pris le bon embranchement à un moment, c'est hyper important pour moi. Donc, je vous offre avec grand plaisir un diagnostic gratuit pour vous aider justement à avancer sur votre chemin.